Bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de me tenir ici devant vous pour représenter Le Bon Coin. Donc, moi, je m'appelle Coralie Breteil. Je suis Tech Community Advocate. Alors, sachez que c'est mon premier événement ce soir pour Le Bon Coin. Je commence doucement, ça va, il n'y a pas trop de monde. On est sur un petit truc. Mais du coup, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec Younes qui m'accompagne ce soir sur cette présentation. Merci Coralie, moi c'est Younes Nadir, je suis lead data scientist chez Le Bon Coin, que j'ai rejoint maintenant il y a 4 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité de GenAI chez Le Bon Coin. Bon, alors de mon côté, Tech Community Advocate, ça ne doit pas forcément parler à grand monde. Mon rôle, c'est de favoriser les échanges entre les différentes communautés, donc à travers de meet-up comme celui-ci, à travers de workshops, des choses comme ça. Il faut savoir que chez Le Bon Coin Tech, c'est plus de 700 collaborateurs et collaboratrices sur le produit et sur la technique. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'oublie des choses là-dessus? Sûrement, mais bon. Donc on est très content d'avoir GenAI ce soir. C'est la 4e fois qu'ils sont présents dans nos locaux. 3e meet-up, une conférence. On est également partenaire de leur conférence depuis 3 ans. Donc, clairement, on a construit une belle relation ensemble. Et pourquoi l'IA? Tout simplement parce que c'est le sujet du moment. Donc on est on les accueille une nouvelle fois pour cette rentrée. Et voilà, hein, j'oublie mes anti-sèches. Je vous ai dit que c'était la première fois. Hein. Ce qu'on aimerait faire, c'est remercier surtout la communauté de GenAI qui nous a permis d'aller vraiment très loin et très vite de ce qu'on a pu faire avec tous les Rex que vous avez présentés, que ce soit sur la GenAI Days par exemple ou sur les différents meet-up. Donc merci beaucoup à vous. Voilà, et comme du coup à chaque meet-up, chaque intervention, ce qu'on espère, c'est que vous en ressortirez, nous aussi, avec des idées sur comment améliorer les pratiques utilisateurs, les pratiques métiers. C'est quelque chose auquel on croit fortement chez Le Bon Coin, que les échanges entre chacun et chacune permettent d'évoluer et d'en sortir le meilleur. Et je vais maintenant laisser Younes vous parler de ce qui se fait de côté IA chez Le Bon Coin. Yes, merci. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver déjà sur Medium, LinkedIn, etc., tous nos liens, ce qui a déjà été produit, ce qui a été écrit par nos différentes personnes qui travaillent chez nous. Alors nous, chez Le Bon Coin, on fait de l'IA depuis maintenant plusieurs années. On a plus de 70 use cases qui sont déployés sur notre plateforme, principalement pour rendre l'expérience utilisateur plus fluide, plus safe et plus personnalisée. Bien sûr, dans les 70 use cases, il y a maintenant pas mal de use cases GenAI. Je vais en citer 3 exemples. Donc le premier, qui est l'automatisation de la génération de la description de nos annonces qu'on a déployées cette année et qui nous a permis, sur les catégories où on l'a déployé, d'améliorer le taux de complétion du dépôt de plus de 30%. Le deuxième use case qui est Marcus, qu'on a déjà présenté lors de la conférence GenAI, qui est notre agent pour le service client et qui permet aujourd'hui de répondre à 40% de nos utilisateurs qui sollicitent le service client. Et le dernier exemple, c'est un des exemples qu'on a déployé le plus récemment en production, c'est le traitement des signalements des utilisateurs. Aujourd'hui, si vous avez une altercation avec un utilisateur sur la messagerie Le Bon Coin, vous pouvez le signaler et c'est automatisé aujourd'hui avec des LLM à hauteur de 30%. Donc la GenAI est vraiment en train de changer notre produit et je pense comme chez vous, c'est en train aussi de changer la manière dont vous travaillez, votre quotidien. Donc chez Le Bon Coin, on a décidé de créer une task force pour accélérer ce mouvement-là avec d'abord un investissement, on va dire, massif sur la partie outils IA, sur l'automatisation de nos process internes. Le deuxième volet qui est important, qui est la formation de tous nos collaborateurs sur la GenAI, à la fois pour créer des produits IA, mais aussi pour l'utilisation au quotidien. Et le troisième volet, qui n'est pas des moindres, qui est l'éthique. On est actuellement en train de travailler sur une charte GenAI qui va cadrer les usages GenAI chez Le Bon Coin. Donc, pour conclure, si vous voulez en savoir plus sur comment on fait de les GenAI, par exemple l'arrière-cuisine de Marcus, nos chatbots internes,
Aussi, toutes les positions qui sont ouvertes actuellement, il y en a 2 sur cette partie-là. Je vous invite à scanner le QR code. Et bah, merci encore à tous et je vous souhaite un très bon meet-up. Ah oui, il n'y a plus la page. Eh ben, merci beaucoup Coralie et Younes. Et je profite aussi pour remercier Guillaume, Pauline. C'est vrai que Le Bon Coin nous aide depuis le début de l'association énormément. Et c'est vraiment grâce à eux qu'on est là ce soir, littéralement, parce qu'ils nous accueillent et aussi que l'association peut continuer. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais faire un petit brief rapide sur pourquoi on fait de l'association. Le but, c'est que l'IA arrive, elle est en train de changer complètement la société, notre manière de travailler, nos produits. Et en gros, ce qu'on a voulu faire avec l'association, c'est de faire parler des gens qui utilisent l'IA vraiment en production, dans leurs produits, qui partagent leur retour d'expérience, qu'est-ce qu'ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils ont appris, pour que tous, on apprenne beaucoup plus vite et que toute la communauté française soit meilleure, ainsi de suite. On est présent à Paris, mais aussi un peu partout en France, avec cette belle image de ChatGPT qui date de quelques mois, mais qui paraît vraiment trop naze par rapport au modèle du moment. Comme on l'a disait tout à l'heure, on fait des meet-ups et des conférences. On en aura une en décembre, où ce sera plutôt un super meet-up, et la prochaine, ce sera en avril. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur LinkedIn, on communique pas mal. Et vous pouvez nous trouver avec le QR code. Et comment vous pouvez contribuer à l'association? En venant nous voir pour proposer vous aussi des retours d'expérience sur vos produits que vous avez faits, en nous accueillant dans vos locaux. Bon, il faut des locaux un peu gros, comme vous voyez, parce qu'on est nombreux à chaque fois. Et sinon, en nous aidant à relayer les informations de l'association. Voilà, on est toute une petite team derrière le meet-up, dont certains sont là ce soir, Benjamin et Nicolai. Et merci à tous nos sponsors qui nous accompagnent tous les ans et qui nous permettent d'organiser tout ça. Et bien sûr, encore merci à Le Bon Coin. Et je passe tout de suite, ah non, pas tout de suite, bientôt tout de suite, le petit agenda. On aura Louis qui nous parlera de ce qu'il a appris avec son logiciel pour aider les gens à faire du shopping. Et Edouard et Salah Eddine sur comment rendre c'est pas du tout Running Efficient MCP Server, ça c'est ma boulette à moi. Comment analyser et sécuriser du code avec leur outil. Et tout de suite, les news Gen AI avec Nicolai. Bonne soirée à tous. Attendez, c'est un peu de logistique. 2 secondes. Et voilà, c'est bon, tout va bien. Donc, bonsoir tout le monde. On vérifie, c'est bon, ça marche. Et pour commencer ces news, on va annoncer, on va parler du Claude 4.5 Sonnet qui vient de sortir, donc un modèle très récent et qui est là pour concurrencer GPT, qui avec Gemini 2.5 jusqu'il n'y a pas longtemps était considéré comme les meilleurs modèles de code et presque qui l'ont détrôné. Mais là, le détrônement se refait par Claude. Et un petit debunk également. Vous avez peut-être entendu parler du modèle K2 Think, qui était très intéressant parce que c'était un modèle qui a la réputation d'être très petit, tout en étant très efficace. C'est-à-dire on parle de quelque chose qui faisait 32 milliards de paramètres, mais qui, soi-disant, pouvait concurrencer du 200 milliards, voire 600 milliards dans certains titres. Une étude a été faite et on a vu que ce n'est pas encore ça. Mais par contre, il y a une véritable volonté de la part de la plupart des acteurs de la tech de justement créer des modèles plus petits qui peuvent être tournés en local. Et ça, je pense que ça va être vraiment un enjeu, peut-être pas de cette année, mais de 2026, parce que avoir des LLM qui tournent en cloud, c'est sympa, mais certains produits demandent justement la possibilité de les avoir qui tournent en local. Et ensuite, on a Microsoft qui a également annoncé donc, son agent, qui cette fois-ci est intégré et permettra de faire des choses avec Excel et Word dans un premier temps. Très intéressant parce que ceux qui suivent un peu Microsoft voient que
tout l'aspect Copilot de Microsoft est exploitable, mais par exemple pour l'analyse des data, il y a encore des choses où des super agents type Manus vont le faire un tout petit peu mieux. Et là, on va pouvoir un peu tester et voir ce qu'il en est de cette nouvelle, on va dire, de ce nouvel Agent Mode. Enfin, alors attendez, je vais respirer un grand coup. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un débit de parole, ça arrive. Donc, et enfin, on a alors tous vu le AI mode de Google, qui, donc, au moment où on fait en Google, on a aussi Gemini qui va nous donner des informations. Là, avec un tweet récent de Logan Kilpatrick, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, il nous confirme que peut-être cela va devenir un standard et donc ça sera pour ceux en tout cas qui n'ont pas cette recherche qui est activée automatiquement, ils auront avant les résultats Google classiques, surtout des résultats de Gemini. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais ça montre surtout que de plus en plus l'IA est vraiment intégrée dans nos usages quotidiens et dans tous les produits qui au final maintenant sont à jour. Si en 2023 ou en 2024 on parlait de la transformation, aujourd'hui on est vraiment dans de l'adoption pure et l'IA fait partie de notre quotidien. Elle fait partie de notre quotidien et c'est notamment comme ce que démontre la dernière étude de ChatGPT qui nous présente le fait que 40% d'utilisation de l'IA aujourd'hui, en tout cas du côté ChatGPT, se fait pour faire des tâches, pour faire des actions. Donc ce n'est pas pour parler, ce n'est pas pour chercher des informations, mais c'est vraiment pour faire. Et ça, c'est très positif parce que ça montre vraiment que de plus en plus, la logique d'utiliser l'IA pour justement gagner du temps sur des tâches chronophages est adoptée. Et enfin, on a aussi une étude américaine récente qui montre que 85% des étudiants américains utilisent l'IA, et c'est vrai qu'on peut comprendre très rapidement que ça peut être pratique. Et en soi, ce n'est pas si grave que ça, parce que leur utilisation, quelque part, leur permet aussi d'apprendre ou de fonctionner d'une manière un peu différente de l'apprentissage classique. Alors, certes, il y a cet aspect-là de l'IA qui est plutôt positif. Maintenant, on a Sora 2, qui est accompagné par le launch de la Sora App sur l'iPhone qui est sorti. Et là, c'est un aspect un peu plus curieux. Au final, c'est une sorte de, on pourrait presque dire, réseau social. Si vous regardez ici, ça ressemble beaucoup au final à du TikTok. Et c'est exactement le même concept, à savoir, on crée des vidéos avec de l'IA. Il y a beaucoup de choses rigolotes, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire un tout petit peu peur, mais on scrolle et l'algorithme, un peu comme sur TikTok, essaie de repérer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et on va voir comment on va se développer. Alors, ce n'est pas vraiment un réseau social, mais c'est une sorte de nouvelle application. Comment elle va se développer et comment elle va influer. Alors, côté développement, on a également Google qui a lancé donc un protocole de paiement qui permettra aujourd'hui aux agents de payer directement sans, on va dire, sans devoir passer par une API customisée, mais vraiment quelque chose qui va devenir très démocratisé et au final faciliter non seulement pour des gros modèles que l'on connaît, mais également pour des petits modèles custom. Alors en parlant des petits modèles custom, c'est bien, mais les gros modèles, ils ne sont pas en retrait non plus, parce qu'effectivement, GPT a sorti le GPT Commerce, qui, alors il n'y a pas la vidéo ici, mais la vidéo globalement, on lui demande d'acheter un produit pour 100 $. Il va rechercher ce produit et il va faire l'achat pour nous sans sortir de l'app. Donc vraiment, on commence à atteindre des stades justement d'automatisation de tâches qui sont faites par GPT ou d'autres modèles qui sont de plus en plus intéressantes. Et enfin, le petit nouveau, c'est le Nano Banana. Alors, vous le voyez, c'est la petite icône ici avec la banane sur Gemini 2.5. Alors, il fonctionne sur le Flash et sur le Pro. Et c'est assez bluffant. C'est-à-dire, il y a quelques temps, on parlait déjà de GPT qui va peut-être remplacer Photoshop, parce qu'on s'est tous amusés, on a tous vu les images Miyazaki. Mais là, j'étais un peu bluffé. Là, par exemple, c'est un test que j'ai fait avec une image random. Là, en haut à gauche, on voit l'image originelle d'un monsieur qui est un ingénieur en train de travailler. Je lui ai demandé de générer ce monsieur, mais cette fois-ci en buvant du café. Et ensuite, je lui ai demandé de retirer ses lunettes. Et comme vous voyez, tout ça, à partir d'une seule image originale, c'est quand même du contenu qui peut être exploitable. Alors certes, il y aura peut-être des améliorations par la suite, mais ça commence à être de plus en plus bluffant. Et surtout, c'est la consistance qui est vraiment incroyable. Et enfin, on se souvient tous de quelque part des tentatives de créer un nouvel appareil tourné autour de l'IA. Aujourd'hui, tout le monde a un iPhone, ou pardon, aujourd'hui tout le monde a un smartphone. D'ailleurs, moi-même, j'ai un Samsung, je n'ai pas un iPhone. Mais c'est un outil qui est intégré dans notre quotidien.
Et au final, on se dit, OK, très bien, peut-être qu'avec l'essor de l'IA, on aura un nouvel outil au quotidien qui va être intégré. C'est là où il y a eu des tentatives avec le R1 Rabbit, c'est là où il y a eu des tentatives avec le He-Man AI Pin. Ils n'ont pas trop marché. On se dit, au final, c'est un smartphone, mais supplémentaire et quelque part en moins bien. Donc, ça n'a pas pris. Mais il y a maintenant de nouvelles tentatives cette année qui commencent à être un peu plus viables. Alors, on va commencer par les derniers AirPods de Apple qui permettent de faire de la traduction en temps réel. C'est une feature qui a été testée et qui, selon, on va dire, quand on regarde les témoignages vidéo, a l'air de plutôt bien marcher. Alors, petite nuance, en France et en tout cas en Europe, pour des questions de réglementation européenne, pour l'instant, ça n'a pas l'air de pouvoir s'intégrer, mais ils sont en train de chercher une solution et je pense que Apple trouvera une solution. Je leur fais confiance pour ça. Mais pour aller un peu plus dans le détail, il y a également les Ray-Ban Display de Meta qui ont été annoncés et qui ont été testés il y a moins d'une semaine ou 2 semaines. Et c'est encore plus bluffant parce que l'intégration de l'écran sur, on va dire, sur la lentille ou plutôt sur le verre est vraiment invisible. C'est-à-dire si moi je regarde quelqu'un en train d'utiliser cet écran, je ne verrai pas forcément l'écran. Je verrai peut-être un vaisseau lumineux et encore. C'est très discret. Et surtout, ça marche très bien. Ils ont fait quelque chose d'un peu dystopique, à savoir, ils ont entraîné tout un système neural pour reconnaître les impulsions électromagnétiques de notre système nerveux lorsque l'on pense à des choses. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre cette espèce de bracelet que vous voyez sur la main droite de cette personne et de faire des mouvements, type comme ça pour scroller, type comme ça alors j'ai pas les mouvements en tête, mais type comme ça pour augmenter le volume. Et c'est quelque chose qui est assez exploitable et tous ceux qui ont testé ce modèle disent que c'est vraiment bluffant. Donc, est-ce que on va dire, les lunettes intelligentes vont quelque part être notre nouveau tool qui va qui va à la fois remplacer le smartphone et peut-être même utiliser l'IA générative? Why not? Surtout qu'il a aussi une autre feature, c'est que comme il y a la caméra sur les lunettes, et ben en temps réel, ça peut enregistrer notre journée. Donc si jamais on ne se souvient pas de où est-ce qu'on a mis nos clés, ça peut nous le dire. De la même manière, oui, dans la privacy, je comprends ce que l'on pense, mais bref, on réfléchit au use case. De la même manière, le use case que Meta a essayé de montrer, et qui n'a pas marché malheureusement parce qu'il était en live, c'est de cuisiner avec des produits. Et là, en l'occurrence, il faut leur rendre honneur, ils ont fait une démonstration en live. Le live, c'est toujours hasardeux, mais a priori, le use case est largement faisable, et c'est vrai que c'était intéressant. Et enfin, on va finir sur une news assez intéressante également, c'est Lovable, donc qui a sorti Lovable Cloud and AI. Jusqu'à présent, la plupart du temps, lorsqu'on faisait des applications, on faisait surtout des applications pour du front-end et à la limite, si c'est du back-end un peu léger. Là, en l'occurrence, avec le Cloud and AI, on peut vraiment faire une application on va dire, qui est cohérente du front-end au back-end, qui tourne, qui marche. Moi, on m'a parlé, par exemple, pour montrer un exemple, une application qui se tourne autour du quiz, où il est vraiment capable de créer le quiz, d'enregistrer les résultats, de faire les calculs, de montrer quelle est, là, on va dire, la personne qui a gagné le quiz, et ainsi de suite. Donc, quelque part, l'IA rend les personnes créatives, mais qui n'ont pas forcément toutes les connaissances en main pour coder, de plus en plus accessible. Bon, on est encore très très loin, on est pour l'instant dans l'époque du wipe coding, mais petit à petit, on va peut-être arriver à cette époque où la seule barrière ne sera pas la connaissance technique, mais l'imagination. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole au speaker, donc au star de la soirée. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Edouard Viau, je suis CTO et cofondateur de Symbiotic Security et je suis avec Salah Eddine qui est ingénieur en AI chez nous. Avant tout, je remercie GenAI de nous accueillir et Le Bon Coin. Nous, ce qu'on fait, c'est de la cybersécurité. Dans le code des développeurs, on aide les développeurs à crafter du code secure. Quand il ne l'est pas, on l'aide à régler les problèmes. Et notamment, dans le cadre d'utilisation de GenAI pour écrire du code, ça peut ajouter plus de vulnérabilité, ajouter de la complexité, et c'est là où on interagit. C'est pas du tout ma slide. Voilà, je vous refais pas l'intro. En gros, là, on se met vraiment dans une problématique. Est-ce qu'on peut remédier du code avec un LLM ?
j'appuie sur le mot remédier. Souvent, quand on pense cybersécurité, on pense détection. Et on se dit, est-ce que ça détecte bien le problème? Est-ce qu'il n'y a pas des faux positifs ou autre? Là, vraiment, mettons notre tête sur, OK, c'est bien détecté, c'est sûr. Il y a une règle, c'est même pas de l'AI, c'est déterministe. Je sais que là, j'ai une SQL injection dans du code, par exemple. Est-ce qu'un LLM peut m'aider à remédier à ça? Donc du coup, on va vous citer les quelques méthodes pour aider un LLM à bien le faire, des expérimentations qu'on a faites, mais aussi comment on peut utiliser les LLM pour faire plus, typiquement être en mesure de calculer la performance de ce qu'on est en train de faire en termes de remédiation, et ensuite les derniers travaux qu'on a fait sur l'approche agentique. Je commence donc, si disons que je suis développeur, je commence là maintenant et je veux remédier des vulnérabilités dans mon code, l'approche la plus naïve, entre guillemets, c'est de prendre ma fonction ou mon fichier vulnérable, de l'envoyer à par exemple OpenAI et de lui dire il y a un problème, règle-moi. Ça donne des résultats, assez pauvres. Sur les langages les plus faciles, ça va monter à 70% de remédiation, peut-être 80% sur des choses comme Terraform qui sont plus descriptives, par exemple. Mais déjà, quand j'ai fait ça, j'ai fait une partie du travail. Déjà, j'ai eu une opinion sur qu'est-ce que je donne à ChatGPT. Est-ce que je donne juste un bout de fonction? Est-ce que je donne tout mon fichier, tout mon projet, tout mon repository? J'ai déjà des opinions, j'ai déjà extrait du code et je lui ai donné sans trop de contexte. Donc toute la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Du coup, donc, du context engineering, et dedans, déjà donner plus de contexte sur la vulnérabilité. Si je l'ai détectée, c'est que je la connais, j'ai compris que par exemple c'était une attaque XSS ou une attaque de type SQL injection, où le user input sur une page web n'a pas été sanitized, il n'a pas été checké, et donc du coup, quelqu'un peut injecter quelque chose dans ma base de données. Ça, en fait, je vais lui dire, OK, en fait, on a détecté ça. Et dans le fond, si on prend un Claude ou n'importe quel grand modèle, il a cette intelligence. Mais lui redonner de la bonne manière, déjà, ça fait bondir de 70 à 80% de remédiation. Mais c'est qu'un début. Ce qui paye hyper bien, c'est de donner des bons et des mauvais exemples. De donner, OK, comment je sanitize bien une SQL injection? Il y a peut-être 5 manières de le faire. Je le montre, mais aussi je montre les différentes manières de mal faire et de créer cette vulnérabilité. Et là, ça va lui donner du knowledge beaucoup plus spécialisé pour savoir identifier le problème et surtout le régler. Aussi des recommandations, dire attention, une fois qu'on a fait ça, peut-être qu'il y a quelque chose à faire en plus du code, peut-être qu'il faut se connecter à la base de données et faire quelque chose, peut-être que si j'ai modifié un parseur de fichiers JSON, il faut que je modifie tous mes fichiers de configuration JSON derrière. Donc du coup, plus je l'aide, plus je donne de recommandations, meilleur est son travail. Le contexte du code, en fait, Saladin va rentrer plus dans le détail, mais ça joue beaucoup. Est-ce que je lui donne tout le projet? Et peut-être qu'il va se perdre, peut-être que j'attire ses yeux à des endroits et que ça va beaucoup l'aider. Et ça aussi, ça permet de donner des très bons résultats. Le choix du LLM aussi, en fait, on a testé avec 20-30 modèles dans des versions différentes, avec des prompts différents. Et honnêtement, il y a beaucoup de variances entre les modèles dans leur capacité à déjà écrire du code, mais ensuite à remédier des vulnérabilités dans le code. Et enfin, pour nous, le plus important, c'est aussi de construire une mémoire. Si je remédie, si j'apprends à remédier une vulnérabilité, par exemple, vous créez quelque chose dans AWS, un S3 bucket, il n'est pas chiffré. Peut-être que je vais arriver avec une remédiation et que je vais dire, OK, on le chiffre en AES 256. Et peut-être que le développeur, il va me dire, non, en fait, nous, chez Le Bon Coin, on utilise une clé KMS. Mais ça, en fait, ça le va s'il me l'explique une fois. S'il doit me le réexpliquer à chaque fois, le développeur, ça va vite le saouler. Et donc, tout l'enjeu, c'est de construire une mémoire pour donner au modèle le spécifique de votre projet, de votre société, de votre contexte à ce moment-là. Et finalement, c'est le dernier point, mais c'est le plus important. Plus on donne du knowledge sur vos spécificités au LLM, ce qu'il n'a pas dans son modèle, plus vous l'aidez à faire une bonne remédiation de code ou à écrire du bon code tout simplement.
Je zoome un peu sur les good bad examples, je suis passé rapidement. En fait, il y a différentes manières de le faire. Vous pouvez le faire de manière synthétique en utilisant des LLM et en vérifiant la donnée, en l'affinant, ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi créer des knowledge base, faire du reinforcement learning, se dire en fait, je donne par exemple au développeur une remédiation. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait d'accord, il a écrit, je l'écris dans une knowledge base, je la réutilise plus tard. Par exemple par similarité de code ou autre. Mais nous, le gros learning, en tout cas, qu'on a en tant qu'acteur qui fait ça, c'est qu'il ne faut pas créer de knowledge base multi-société. Déjà parce que ça fait flipper tout le monde de se dire bah, le code du Bon Coin, il n'a rien à faire chez Carrefour et vice-versa. Donc, j'ai pas envie qu'on pioche une remédiation d'un côté pour l'utiliser de l'autre. Mais surtout, en fait, on ne remédie pas de la même manière à une vulnérabilité de type SQL injection. Auchan et Carrefour utilisent des frameworks différents et vont faire différemment à la fin. Et alors, je vais enchaîner sur le context engineering et plus spécifiquement sur le contexte du code. Donc, pour remédier une vulnérabilité, il ne s'agit pas de seulement remédier le snippet de code là où on a une vulnérabilité, mais il faut quand même aller ailleurs, voir le refactoring nécessaire à faire, ainsi de suite. Et donc, pour cela, il nous faut du contexte concernant notre projet qui est le workspace, donc tout le code, tous les fichiers de code que j'ai dans mon projet. Et donc, pour avoir ce contexte nécessaire, on ne va pas envoyer toute la code base à un LLM déjà parce qu'on va dépasser rapidement la fenêtre de contexte des LLM qui est aujourd'hui sur certains de 200 000 tokens et sur certains d'autres 1 million à 2 tokens. Mais pour cela, on va utiliser des méthodes. La première des méthodes, c'est utiliser ce qu'on appelle le code knowledge graph. Et l'idée, c'est de faire un graphe de notre code. Un graphe, c'est des nœuds et des arêtes. Donc là, les nœuds, ça va être des entités de code. Comme des entités de code, ça peut être des classes, des méthodes, des fonctions, des fichiers, des variables. Et les arêtes qui vont relier les nœuds, ça va être la relation entre ces entités-là. Genre une déclaration de variables, déclaration de fonctions, de méthodes, un héritage entre classes, ainsi de suite. Et donc on va modéliser tout ça. Ça marche. Donc on va modéliser tout ça. Donc ça va se faire très généralement en 3 steps. Le premier step, c'est on va partir de notre code base de notre projet, le faire parser par un outil qu'on appelle aujourd'hui des outils AST qui permettent de parser ces différentes entités et créer notre graphe qui modélise toute notre code base. Ensuite, une fois on a fait ça, on peut faire ce qu'on appelle du retrivial. Donc pour chercher, par exemple, pour le snippet de code où on avait la vulnérabilité qui va être changée pour être corrigée, on va chercher toutes les occurrences des entités qui étaient sur cette snippet donc, au travers de notre graphe. Donc ça permettra une recherche rapide et d'avoir seulement les occurrences de variables, de classes, de méthodes qui étaient sur ce snippet-là. Et donc, on va donner tout ça à un LLM avec tous les autres éléments que Edouard a cités auparavant concernant la documentation sur une vulnérabilité, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, se base sur les modèles d'embedding. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre code base, la splitter en utilisant différents splitters. On peut y aller ici pour un text splitter. Donc, on aura plusieurs chunks que l'on va faire passer par un modèle d'embedding, ce qui nous donnera en sortie des vecteurs que l'on va stocker sur une base de données vectorielle. Une fois c'est fait, maintenant que j'ai un code snippet vulnérable qui va être édité parce qu'on souhaite le remédier, on va faire une recherche de similarité entre l'embedding de ce snippet de code avec tous les embeddings des chunks de notre code base. Et en général, ce qui va remonter par cette recherche de similarité dans les 10 chunks les plus proches, ça va forcément être le contexte le plus proche à ce snippet-là que l'on vient de remédier.
D'autres méthodes de faire, c'est d'utiliser des outils de grep, regex, un peu comme ce que fait un développeur sur une IDE, sur l'interface d'un IDE. On fait des recherches pour chercher les fonctions où est-ce qu'ils sont définis sur d'autres fichiers pour faire la recherche rapide. Donc, par exemple, pour trouver où est-ce que c'est défini la fonction add-user, je vais faire un grep-rn def add-user et ça va me remonter un peu toutes les occurrences de ce mot-là. Après, une autre méthode, c'est une méthode hybride qui va combiner un peu toutes ces méthodes citées auparavant et qui, à la fin, fait une déduplication parce que des fois, on peut y avoir les 3 méthodes qui remontent à peu près les mêmes fichiers ou bien les mêmes code snippets. Ou sinon, si on est dans une approche agentique, donner tout ça, toutes ces méthodes sous forme d'outils et de laisser l'agent décider lequel de ces 3 ou 4 outils utiliser selon la situation qu'il a en face. Merci, Salah. Donc, on a utilisé le LLM pour créer des corrections de vulnérabilité dans le code. On s'est demandé maintenant comment on le mesure. Parce que si j'améliore quelque chose, si je change de modèle, j'améliore un prompt ou autre, j'ai besoin de mesurer si ça améliore ou si au contraire c'est en train de descendre mes perfs. Peut-être ça l'améliore sur un langage d'ailleurs et ça le descend sur d'autres. Donc on a besoin de pipelines un petit peu complexes. On a fait une première version du pipeline que j'appellerais une version de bon père de famille. On s'est dit, OK, comment on va mesurer? On a créé des datasets de code vulnérable qu'on a labellisé, qu'on connaît. Et dessus, on s'est dit, OK, c'est quoi les critères? Le premier, c'est de repasser des scanners de détection et de se dire, OK, est-ce que le problème il a été réglé? Est-ce que la rule qu'il détecte, par exemple, disparaît? Le deuxième, c'est est-ce que je n'ai pas introduit une nouvelle vulnérabilité en le faisant? Est-ce que ma syntaxe elle est correcte? Quelle latence j'ai pris pour être capable de faire cette remédiation? Et ça nous a permis de calculer, ok, si je veux, je sais pas, il y a Claude 4 qui sort, en fait on le teste, on voit si on a de meilleurs résultats, on affine les prompts, ainsi de suite. Ça nous a permis sur certains langages de vraiment monter haut, de monter de 70 à 95% de remédiation réussie. Typiquement l'infrastructure as code, parce que c'est très descriptif. Le Terraform, en fait, souvent j'agis sur une ressource, il y a quelques use cases, genre j'ai des modules qui appellent, mais c'est facilement faisable. Sur les langages plus applicatifs, typiquement du Python ou autre, on a vu que ça manquait. En fait, c'est très binaire. Est-ce que la vulnérabilité, elle est solve, oui ou non? Est-ce que la rule, elle détecte, oui ou non? Ça manque un peu de finesse. Donc du coup, on est allé construire une autre méthode, donc qui est LLM as a judge. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, mais on l'a appliqué à la remédiation de code. Pas mal de personnes nous disent, en fait, LLM as a judge, si le modèle s'est trompé, si on prend un modèle pour juger, il va se tromper. Non, en fait, on le prompte pas du tout pareil. Il y en a un, on lui dit génère-moi du code dans tel langage. L'autre, on lui dit ok, analyse et devient un juge. Donne-moi de la finesse sur est-ce que selon toi c'est bon. Après, tout comme j'ai montré que la première version de la remédiation, c'est juste de demander à ChatGPT, règle-moi ça. En fait, si on fait pareil avec un LLM as a judge, on a des résultats très pauvres. Par contre, si on lui dit exactement quoi chercher, quels sont ses critères de notation, tout ça, là, il devient assez sharp. Donc on l'a fait sur 190 projets qui ressemblent à des vrais projets dans 7 langages différents, avec des vrais use cases. On a utilisé plusieurs modèles de LLM. On les a laissés créatifs ou non, justement, pour comparer. Et surtout, on a bien donné au LLM tous les critères. Donc, je ne veux pas tous les faire, mais en gros, c'est est-ce que je règle bien le problème? Est-ce que en fait, je risque de casser un peu la logique de l'application? Est-ce que j'ai des problèmes de syntaxe? Est-ce que j'ai bien fini? Est-ce qu'il suffisait de corriger ce code-là pour régler tout le problème de sécurité ou non? Et en fait, on vient lui donner toutes les clés pour analyser et nous donner des résultats. Il va donner des scores pour chacun, mais aussi des indications. Et en fait, cette finesse, elle nous a montré que faire une remédiation, c'est plus compliqué que juste patcher du code.
On l'a testé sur plein de modèles, je l'ai dit. On a vu des petites différences. En vrai, on l'a tellement prompté, travaillé les prompts ou autres, que la variance entre les modèles, elle n'est pas dingue. Mais il y a quand même des petites différences. Typiquement, GPT 4.1 était celui qui avait le moins de variance, donc le plus sûr, celui qu'on utilise. Claude, en fonction de ses versions, agissait pas tout à fait pareil. Et Gemini 2.5 était un peu instable là-dessus. Là où pour générer du code, il est très bon, par exemple. Et comme je le disais, du coup, c'est créer de la finesse dans l'analyse nous a montré que, en fait, on ne peut pas juste corriger une fonction de code et dire c'est bon, on peut envoyer en prod. Généralement, corriger un problème de sécurité, c'est plus profond que ça. Et tout notre enjeu, ça a été de se dire, le dev, au lieu de juste lui donner un diff de code et lui dire dans son IDE et lui dire voilà comment tu t'en sors, aller plus loin et l'accompagner jusqu'à faire une PR dans GitHub, par exemple. Alors là, on va parler de l'agentique remédiation. Donc, un développeur, manuellement, quand il est en train de développer, il va faire pas mal de choses. Donc, il va écrire du code, chercher des fichiers dans son projet, éditer des fichiers, supprimer des fichiers. Il va peut-être lancer son scanner, s'il a un scanner, pour trouver des vulnérabilités dans son code. Si jamais il trouve des vulnérabilités, il a peut-être besoin, et il n'est pas la bonne personne peut-être pour remédier cette vulnérabilité, ou bien il n'a pas de connaissances concernant cette vulnérabilité, donc il va aller par exemple sur le web chercher de la documentation pour voir comment remédier. Donc il fait plein d'actions. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire avec l'agentique AI, c'est d'imiter un peu toutes ces actions, mais les donner à un LLM sous forme d'outils. Parce qu'un LLM tout seul, il ne peut pas faire des actions, donc tu lui donnes du texte et te ressort en sortie du texte. Là, on va essayer de l'outiller avec plusieurs outils, genre des outils de management de fichiers, des outils write file, read mini files, read file, delete file, des outils de management de repository pour qu'ils puissent créer des directories, on en supprimer si besoin. Un outil de web search si jamais il veut se documenter davantage sur des choses ou bien des technologies qui sont plus récentes. Un outil de context engineering, donc, qui englobe un peu tout ce qu'on en a cité auparavant, et ainsi de suite. Donc on va faire tout ça et on va le laisser et en utiliser l'outil le plus nécessaire lors d'une remédiation. Donc tout cela pour que l'on puisse remédier une vulnérabilité, mais aussi aller plus loin, refactorer tout le code nécessaire pour assurer qu'on n'a pas ajouté de régression fonctionnelle sur le projet et que les tests unitaires, si jamais il y en a, ils restent toujours fonctionnels. Voilà. Merci. Hop, pardon. En conclusion, donc, la première question, c'était est-ce que les LLM sont bons pour remédier du code? Bon, la réponse est oui. On peut monter à 95% de remédiation d'un langage en utilisant un LLM, du moment qu'on ne le laisse pas tout seul et qu'on lui donne le bon contexte, qu'on fasse le bon travail en amont. Au contraire, c'est très bon parce que, en fait, remédier sans AI, c'est compliqué. Si vous savez détecter des vulnérabilités dans 40 différents langages de programmation, de manière déterministe, savoir corriger ça et avec des AST générer du langage pour corriger ça, c'est très complexe. Donc le LLM, il a une place toute trouvée dans la remédiation de code et la remédiation de vulnérabilité. Après, c'est pas magique. Honnêtement, les résultats out of the box sont plutôt décevants et il faut pas mal travailler et surtout donner le contexte spécifique. De dire, OK, j'utilise tel framework, de pas juste dire j'utilise Python, mais en fait j'utilise Django, il y a un ORM, donc en fait pour les SQL injection, il faut se servir plutôt du framework et de donner des prérogatives au LLM pour pouvoir faire une bonne remédiation.
Et pour nous, l'étape d'après, justement, c'est d'avoir une... En fait, quand on parle de remédiation de vulnérabilité, on a une posture très réactive. On a déjà envoyé du code, ou on a déjà écrit du code qui est vulnérable. Nous, ce qu'on fait maintenant, c'est apprendre de toutes ces remédiations avec nos clients, de se dire, OK, c'est comme ça qu'on remédie une SQL injection, c'est comme ça qu'on remédie un problème dans AWS avec ce client, et d'aller en construire un savoir qui est proactif et qu'on peut injecter en amont à Copilot, en lui disant, OK, voilà la table des 10 commandements pour le bon coin, les do et les don't, ce qu'il doit faire comme un système prompt pour que directement, il génère du code sécure et pas inonder l'organisation avec plein de vulnérabilités qu'ensuite on viendrait aider simplement avec une AI de remédiation. Voilà pour nous. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. On va prendre des questions. Est-ce que donc il y a Nicolas à gauche et il y a moi à droite qui a des questions. Et si vous n'en avez pas, j'en ai plein. Donc... Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous devez adapter les contextes que vous mémorisez pour chaque modèle, ou vous pouvez arriver à un contexte qui est générique et compréhensible par les différents modèles? Alors oui, pour cela, en fait, ce qu'on a fait déjà, c'est on a benchmarké pas mal de modèles pour en trouver vraiment celui qui marche le mieux et qui remédie le mieux pour nous. Après, on n'a pas besoin de faire, dans ce cas d'usage, on n'a pas besoin de vraiment faire un contexte qui marche pour tous les modèles. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, on a une question ici. Sous-entendu, les modèles comprennent le contexte de manière équivalente. Il n'y a pas besoin d'adapter le langage ou de mots-clés qui les déclencheraient plus facilement pour leur faire faire... En fait, il y a une double utilisation des modèles. Quand on l'utilise pour la remédiation, nous, on a fait un choix de modèle qui nous allait bien. Ça nous arrive d'en changer, ça nous est arrivé d'en changer en tout cas. Mais du coup, une fois que dans le pipeline, on a trouvé le meilleur prompt avec le meilleur modèle, on se concentre sur celui-ci pour aller mieux. Par contre, à la fin, dans la conclusion, je parlais de donner des prérogatives à Copilot, tout ça. Là, on a plutôt une approche où on doit savoir arroser le marché et savoir parler à Copilot, savoir parler à Claude ou autre. Et là, dans ce cas-là, on va faire un peu de spécifique par modèle. Mais sinon, ouais, sur la remédiation, on a vraiment notre modèle sur lequel on s'attache. Ouais, on m'entend. Bonjour, merci infiniment pour la super présentation. Merci. J'ai une suggestion, et peut-être que vous avez déjà suivi. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'utiliser le même framework, le même paradigme, pour faire autre chose que de la remédiation de code pour la sécurité, par exemple pour de l'accélération, par exemple en parallèle avec un profiling qui essaierait d'identifier les endroits où il faut intervenir pour améliorer les performances du code? Ouais, alors c'est une très bonne remarque. Nous, pour l'instant, on n'a pas ouvert la page du code quality et on s'est concentré sur code security. Mais en effet, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Les autres specs d'application qu'on a ouverts, c'est par exemple comment utiliser une AI sur la détection après des règles statiques. Par exemple, avoir des règles un peu trop larges qui vont créer des faux positifs et comment avec une AI, on fait tomber ces faux positifs. Mais du coup, on essaie de rester dans notre niche pour l'instant sécurité, mais sur le profiling de code, il y a énormément de choses à faire en effet. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. J'ai une petite question par rapport à votre solution. Est-ce que ça tourne en arrière-plan ou ça tourne, par exemple, au moment qu'on fait une modification, un push? Ouais. On peut imaginer que si on a un code base qui fait plusieurs millions de lignes de code, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Ouais. Du coup, merci comment de poser cette question, parce que je n'osais pas être trop pushy sur ma société, mais tu m'ouvres une porte. En fait, on est à différents endroits. Déjà, on est dans l'IDE. Tu vas avoir un plugin VS Code, par exemple, ou Windsurf. Et en temps réel, quand tu vas écrire ton code, on va scanner. Le scan, il est local, il est sur ta machine. On ne va pas renvoyer à chaque fois le code sur une machine à nous, tout ça. Donc, on détecte localement. Et là, quand tu vas cliquer, on va souligner, par exemple, ta portion de code qui a un problème. Et tu vas pouvoir demander une remédiation qui va se calculer
là sur un serveur, parce que pour le coup, les modèles qu'on utilise vont pas tourner en local. Après, donc ça, c'est le plus shift left possible. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que les solutions aujourd'hui, elles sont hyper punitives et trop tard pour les développeurs, tu as déjà commit. Donc on essaie d'être le plus tôt possible. Mais ensuite, on les met à d'autres endroits. On les met aussi dans une PR GitHub. On a un bot qui dit même à ton reviewer, même si toi, on t'a prévenu dans l'IDE, on l'aide, on peut parler à l'AI, on peut vibe coder sa remédiation avec. Mais on se met à plusieurs endroits. On est aussi dans la CI ou autre pour à chaque fois créer des filets de sécurité qui vont arrêter les vulnérabilités. Bonsoir. Merci pour cette présentation. J'avais 2 questions. La première, au niveau de la vectorisation. Est-ce que vous utilisez un split particulier, puisque le code, c'est quand même différent du langage normal? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous faites du fine-tuning, des choses comme LoRa ou similaires? Alors oui, pour les splitters, c'est vrai qu'il y a pas mal de types de splitters. Tu as des semantic text splitters, du text splitter. On en a testé pas mal. Donc, dans l'histoire de notre pipeline où l'on benchmark un peu les performances pour voir lequel marche le mieux. Aussi, en fait, l'un des paramètres qui influence, ce serait le top K, aussi le nombre de tokens dans un chunk. Mais tout ça, je crois que ça va rester une recette. Je ne sais pas si je te dirais, je pourrais vous dire vraiment le splitter qui marchait le mieux. Mais il y a des choses à voir du côté du semantic text splitter. Et oui, la deuxième question, c'était sur le fine-tuning. On ne s'est pas encore lancé là-dessus. On se dit que pour le moment, on se base sur les modèles qu'il y a sur le marché. De toute façon, on remarque une tendance sur l'open source. C'est un peu les modèles que l'on peut fine-tuner et sont loin en bas par rapport à ce que peut faire un Claude 4.5 ou bien un Gemini 2.5. Du coup, on a laissé un peu ce problème de côté. Et juste fine-tuner un modèle, c'est très générique en fait comme approche. Là où une fois de plus, avoir une knowledge base plus real-time, mais avec les données d'un client dedans, par exemple segmenté, ça, sur la remédiation en tout cas, ça donne de meilleurs résultats. Bonsoir, ma question justement, elle rebondissait sur ça. C'était le but de ma question. Est-ce que quand vous créez des modèles, sachant que tout à l'heure vous avez parlé d'agentique, est-ce que, parce que moi j'allais parler de fine-tuning justement, mais est-ce que vous, par exemple, du coup je vais utiliser le même terme, mais vous fine-tunez un modèle agentique pour une tâche spécifique, ou sachant que du coup c'est de l'agentique, vous lui foutez tout la doc ou des trucs comme ça et vous lui dites faites-moi toutes les tâches et après vous regardez les résultats? C'est la deuxième méthode. Donc, pour le moment, pas de fine-tuning de modèle. Donc, pour la seule raison, je disais, les modèles open source sont moins performants que les modèles propriétaires. On a laissé pour le moment ce problème de côté. Donc, il n'y a pas de fine-tuning. Tout se passe au travers de l'agentique. Si on fait un beau travail sur le context engineering, sur tout ce qui est la qualité de la documentation des vulnérabilités, on arrive vraiment à avoir des bonnes remédiations sans passer par le fine-tuning de code. Et bien sûr, utiliser un modèle propriétaire sur un cloud ou directement auprès de son propriétaire. Une question pour vous qui sera l'invité mystère parce qu'il est derrière le poteau, mais il vous voit bien. Voilà, c'est moi. J'ai une question plutôt simple. Vous parliez de simplifier les tokens à un moment donné, et du coup pour cela vous mettez en relation les classes, les méthodes et les attributs, etc. Si j'ai bien compris. J'ai 2 petites questions en rapport à ça. Déjà, pour des problématiques qui pourraient concerner plusieurs projets, comment vous allez gérer ça? Parce que de ce que j'ai compris, vous subissez qu'un seul projet, mais moi, dans ma tête, il peut y avoir des services partagés entre plusieurs projets. Et aussi, ma deuxième question, c'est en rapport avec les dépendances circulaires qu'il peut y avoir entre ces projets-là, et aussi le fait que plusieurs projets peuvent être très complexes. Est-ce que vous avez une limite ou un force stop associé à ça? Oui. Alors, question simple, réponse complexe.
Alors, en fait, nous, on fonctionne à échelle de ce qu'on va ouvrir, par exemple, dans VS Code. Donc, en fait, si vous ouvrez un repo, on va regarder à échelle du repo. Si, en fait, vous avez des dépendances dans ce repo et que vous les avez pool en local, on va aussi les prendre en question. Même si notre but, c'est pas d'aller scanner le code de vos dépendances, on va prendre ce contexte en plus. Mais du coup, on fonctionne avec ce contexte de détection. Après, le contexte de remédiation qu'on prend, il est plus petit que le contexte de détection, pour le coup, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Deuxième question, c'était... Oui, les dépendances circulaires. La deuxième question, c'était en rapport aux dépendances circulaires, en effet, et aussi au fait que certains projets peuvent être très complexes et assez lourds pour être analysés. Donc, est-ce que vous avez un système d'arrêt d'urgence, entre guillemets, un truc du genre? En fait, nous, le scan, il est asynchrone. C'est-à-dire que en fait, il tourne, vous êtes en train d'écrire du code, on est en train de tourner un scan sur une version à un moment donné. Après, il y a des choses, en effet, il y a certaines profondeurs en détection où on va s'arrêter, par exemple, des choses comme ça. Sur la remédiation, beaucoup moins. En fait, on va plutôt avoir tendance à cleaner. C'est-à-dire que, prenons un exemple très concret, j'utilise une fonction système en Python. On sait qu'elle est dangereuse, mais en fait, ça dépend. Si elle a été influencée par de l'input utilisateur, elle est dangereuse. Si en fait c'est quelque chose qui est recodé, elle l'est pas. Et en fait, je vais remonter l'avis de mon code. Qu'est-ce qui a pu l'appeler? Qu'est-ce qui a pu influencer cette variable? Et en fait, je vais cleaner tout le reste. Ce qui nous permet de ne pas avoir à envoyer dans un pipeline de remédiation tout le repo, mais que le code qui a pu influencer. Et ça, en fait, c'est pas fait avec de l'AI. Nous, toute une partie de l'optimisation, c'est des méthodes déterministes, par exemple de l'AST ou autre. Et tout l'enjeu, je trouve, dans ces méthodes-là, c'est de savoir mettre l'AI à la bonne place et d'utiliser l'optimisation déterministe à la bonne place également. Donc, en fait, pas de dépendance circulaire parce que c'est un zoom out. On peut partir d'une ligne où il y a des variables ou bien un appel d'une fonction. Mais l'idée pour nous, c'est de faire un zoom out jusqu'à retrouver un peu les entités, les 4 entités que j'ai citées auparavant, soit la définition de cette méthode, soit la classe qui englobe un peu les attributs et les méthodes, pour prendre que ce contexte-là et pas toute la code base à donner à un LLM. Ok, je passe à la prochaine question. Merci déjà pour la présentation. Ma question, c'était comment est-ce que vous intégrez les nouvelles failles de sécurité qui pourraient arriver sur le marché? Est-ce que c'est alimenté par l'IA? Est-ce que vous continuez à faire ça? Et si oui, est-ce que peut-être il y a de la protection à rajouter là-dessus? Oui, alors ça c'est sur le volet détection. En fait, oui, il y a même des clients qui nous demandent de rajouter des langages. Enfin, on ne fait pas tous les langages de la Terre, on en fait une quarantaine. Et sur les nouveaux risques aussi, ou les nouveaux frameworks. En fait, il y a des vulnérabilités qui sont très génériques, qui peuvent être liées à Python ou à Scale. En fait, ça va créer un type de vulnérabilité. Et après, il y a des choses où il faut savoir redescendre avec des règles plus spécifiques par framework ou autre. Et ça, c'est un travail. Pour le coup, sur la détection, en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui collaborent. Et il y a beaucoup d'open source là-dessus. Et je ne dis pas que la détection est une commodité, mais en fait, il y a tellement eu de travail qu'on n'a pas besoin de tous le faire dans son coin. Il y a une vraie communauté de partage. Tout l'enjeu, c'est ces nouvelles règles, qu'est-ce qu'elles donnent? Est-ce qu'elles ne font pas de nouveaux faux positifs? Et d'aller mettre une couche de contrôle derrière. Et on va passer à la dernière question. Merci. Est-ce qu'avec l'amélioration des modèles, vous avez été amené à enlever du code que vous aviez écrit vous-même? Et est-ce que vous avez aussi pu être amené à enlever des contextes qui étaient plutôt génériques par rapport à des langages, etc. Vas-y. Ouais. Alors, enlever du code de notre projet ou du contexte en fait lorsqu'on l'applique sur un projet? Un peu des deux. Ouais. Avant, on avait besoin des fois de plus d'agents pour faire les mêmes tâches qu'aujourd'hui on peut faire juste en disant au LLM fais ta vie, utilise tel tool
Enfin voilà, sur des projets, j'ai pu voir ça. Non, pas ce que je sache. Non, on n'a pas fait ça. Non. Non, Plutôt, peut-être juste. on a lancé une benchmark un peu sur différents LLM et dès qu'on a un nouveau, on le relance et on regarde un peu si ça augmente un peu les performances ou pas. Mais j'ai pas d'idée qu'un jour on est allé supprimer un peu du code. Peut-être oui, on joue sur tout ce qui est context engineering, on teste de nouvelles méthodes, donc il n'y a pas que les trois là, mais enlever, je sais pas. Mais l'idée c'est vraiment d'optimiser le contexte, en donner seulement le contexte nécessaire, parce que de cette manière, on ne va pas bruiter trop les LLM. Et aussi, c'est une optimisation des coûts. Si tu donnes moins de tokens et que ça marche bien, c'est moins cher. C'est une remédiation qui coûte moins cher. Juste un dernier mot, si vous voulez être mon ami, vous pouvez m'enregistrer sur LinkedIn. Et être mon ami, ça peut être mon ami. Ça peut être, on recherche des développeurs, des AI engineers, et du coup, on est en pleine phase d'embauche, donc n'hésitez pas. Ou même si vous êtes intéressé par la solution, reposez des questions après la conférence. Ça serait avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y a le moment networking après le talk de Louis. Donc si vous avez encore des questions, ils sont là. Et du coup, on passe à Louis. Je te laisse la place. Comment ça marche ça? Ah oui, on va devoir switcher. C'est le moment où on switch sur l'autre presse. Pas celle-là. Ah, Louis, il veut pas utiliser les Google Slides comme tout le monde, donc voilà, forcément, c'est fou le bordel. Ok, et après? Attends, c'est pas... Ouais, voilà, hop, ok. Top, merci beaucoup. Hyper bien, top. Bon, bah, déjà, merci à tous d'être là. Merci à Max de m'avoir poussé à venir ce soir. Ça m'a rappelé des souvenirs qui ont quelques années, donc c'était cool. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qu'on a appris dans ma boîte Dialogue à travers les conversations qu'on a eues sur pas mal de sites e-commerce depuis à peu près 1 an et demi. En espérant que vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi par la suite. En gros, donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait rapidement. Ça va beaucoup tourner autour du RAG et de comment on est arrivé à notre pipeline actuelle de RAG. Également, je vais pas mal insister sur l'évaluation, parce que selon le background qu'on a quand on arrive dans la Gen AI, on comprend plus ou moins l'importance de ce sujet-là et à quel point ça peut être clé. Je vous parlais un peu d'infra aussi, de comment on fait pour quand les bases de connaissances deviennent grandes, quand on a quand on passe de 5 clients à 10 clients à une centaine de clients, qu'est-ce que ça change et quel défi ça peut amener. Et après, je finirai, comme je l'ai un peu promis dans le titre du talk, par les 5 points que je vous conseille d'éviter. C'est un peu des petits raccourcis pour ne pas faire les mêmes erreurs que chez nous. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis Louis, du coup, CTO et cofondateur de Dialogue. Je suis aussi un grand fan d'architecture serverless qui date de mes années chez Théodo auparavant. Et en ce moment, mon gros sujet, au-delà évidemment des sujets RAG, etc., c'est comment, dans une équipe technique, dans une boîte qui a des développeurs, on peut utiliser au mieux les agents IA de code pour coder mieux en tant qu'équipe, parce que souvent on a tendance à utiliser un peu chacun dans son coin curseur d'une certaine manière, par exemple. Mais aujourd'hui, avec notamment Claude Code, je pense qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup en ce moment. On Dialogue, qu'est-ce qu'on fait? On est un sales agent pour les e-commerçants. On veut un peu tout simplement reproduire sur Internet ce qui existe déjà depuis très longtemps, qui est le vendeur en magasin, qui vous connaît, qui va vous donner des conseils, qui va vous poser des questions pour vous vendre sa meilleure paire de chaussures ou autre. Concrètement, comment ça se traduit en termes de features? On est, alors j'aime pas dire qu'on a un chatbot parce qu'on essaye de sortir de ce terme un peu désuet qui rappelle le chatbot de la SNCF, mais vous comprendrez mieux si je dis que je suis un chatbot. On est sur les sites e-commerce, directement dans les fiches produits notamment, avec la feature principale qui est aujourd'hui live de
répondre à un peu n'importe quelle question qu'on peut se poser avant d'acheter sur un site e-commerce. Donc là, il y a l'exemple d'un vélo. J'ai besoin de mettre un siège pour enfants, est-ce que le vélo est compatible? Répondre à toutes ces questions, répondre à des questions de type plus, c'est quoi les conditions de livraison, etc., etc. Tout ce qu'on peut s'imaginer avoir sur un site e-commerce, parce que les gens sont très fainéants et n'aiment pas lire les FAQ et autres, où en fait les réponses sont là. Notre but ensuite, c'est d'aller un peu plus loin que ça et de faire ce qu'on appelle de la qualification, c'est-à-dire d'être un peu plus proactif dans les questions qu'on pose. Donc ça, c'est une feature qu'on est en train de développer actuellement et qui sera bientôt là, notamment pour de la cosmétique. Donc, être capable de proposer une routine de soins adaptée à la personne avec une photo, quelques questions, puis proposer un bundle de produits des recommandations qui sont personnalisées pour la personne, qui s'écartent un peu aujourd'hui des arbres de décision qu'on a quand on fait ce genre de trucs sur des sites e-commerce. Et de manière encore plus importante, ce qu'on a envie, c'est d'aider nos clients à analyser ces conversations. On pense que c'est un peu une mine d'or, les conversations qui se passent sur le site e-commerce. Et donc, du coup, les features qu'on lance là-dessus, ça va être du clustering de conversations pour identifier les topics les plus discutés, les plus intéressants, de faire de l'analyse de réponses a posteriori sur différents angles, mais à commencer par quelles questions ont été bien répondues, pas répondues, c'est détecter automatiquement ça avec des LLM. Et après, plein de features d'analytics pour savoir si on apporte ou pas de la valeur à notre client. Conversion, post-conversation, à tout carte, post-conversation, etc. Et donc, ça implique pas mal de taf data là-dessus. Donc, comment on en est arrivé à peu près l'état que je vous ai décrit là? Nous, on a lancé le produit, on a commencé à développer le produit en janvier 2024. Et en gros, les grandes étapes qu'on a eues, c'est celles que je présente ici. Donc, d'abord, on s'est lancé un peu comme tout le monde à l'époque, avec un RAG qu'on appelle naïf, en utilisant des outils qui étaient un peu présents sur l'étagère, en essayant d'aller le plus vite possible. Assez vite, on a eu besoin de... on s'est rendu compte que tout marchait pas aussi bien que prévu, donc on a changé notre RAG, et je vous présenterai la partie que j'appelais Advanced RAG. En septembre, on a vraiment lancé le lancement commercial, donc c'est pour vous mettre un peu où on en était en termes de développement produit par rapport à la tech. Et j'ai envie de dire que cette année, globalement, les gros focus a été l'évaluation et comment aller un peu plus loin sur l'infra et sortir des petits problèmes qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc le Naïve RAG, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est ce par quoi on a commencé en utilisant ce qui était disponible et ce qui nous permettait d'aller le plus vite. Donc globalement, pas mal LangChain qui est encore assez tendance pour aller vite. Du retrieval sémantique, c'est-à-dire que l'utilisateur fait une requête, on la vectorise, on fait une recherche dans notre base de données vectorielle, on récupère des documents, on en prend 10 et on met ça dans le contexte du LLM. Les documents, ça vient d'un chunking qui a été fait, en l'occurrence, c'est un text splitter assez basique qu'on a utilisé. Enfin, vraiment, on a vraiment pris ce que LangChain nous proposait et on a mis ça en prod et on a vu ce que ça donnait. Ce que ça a donné, c'est déjà, c'est qu'on a quand même réussi à convaincre quelques design partners, donc c'est pas encore totalement des clients, mais des gens qui sont prêts à tester le produit, à le mettre live chez eux. Donc on est quand même content, ça marchote. On a généré des conversations en live avec cette architecture, donc 3000 conversations sur des sites e-commerce, sur on va dire des petits moyens sites. On n'est pas encore sur Decathlon, mais on espère un jour. Et on a fait beaucoup d'itérations sur des prompts pour essayer de dire à l'IA, n'hallucine pas s'il te plaît, SVP, SVP, SVP. Et voilà. Mais bon, évidemment, ça a un peu des limites. Donc, déjà, on a des erreurs un peu bêtes sur des questions qui peuvent sembler faciles. Tout simplement, parfois, on ne récupère pas le bon contexte. Donc, en fait, même s'il y a marqué juste au-dessus le prix dans la fiche produit, on demande le prix à Dialogue et on répond à côté. Donc, c'est quand même un peu dommage. Et parfois, juste, on répond bien, mais il manque des détails. Et aussi, on se rend compte vite que un seul prompt pour générer une réponse, c'est pas assez, qu'il faut selon le contexte. Les clients, ils sont très imaginatifs et ils vont demander tout et n'importe quoi. S'il y en a qui répondent test, 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 t'as peut-être pas envie de sortir Sonnet 4.5 qui te coûte un peu cher pour répondre que t'es pas là pour répondre à des tests, 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 quoi. Donc voilà un peu les premiers problèmes qu'on identifie. Et donc globalement, pour les résoudre, on a ce que j'ai appelé Improve RAG, donc c'est du RAG un peu plus avancé. Le premier truc,
c'est déjà de classifier, de router la question de l'utilisateur. Est-ce que tu es en train de me parler d'un produit? Est-ce que tu es en train de me parler d'un truc totalement hors sujet? Pour certains clients, est-ce que tu es en train de me poser une question médicale? On n'a pas trop envie de répondre. Ou est-ce que tu es en train de me parler de tes store policies, donc combien de temps il faut pour livrer le produit, comment se passe le paiement, etc. etc. Ça nous permet déjà de répondre au sujet de j'ai un prompt différent par type de query, ce qui permet d'avoir un prompt qui est plus focus, ce qui permet de donner moins d'infos et de répondre mieux globalement. Ensuite, pour avoir des meilleurs documents, la best practice, c'est clairement de rephraser les queries des utilisateurs qui ne réfléchissent pas, surtout sur des sites e-commerce. Ce n'est pas forcément tous des power users de ChatGPT, donc il y en a, ils ne se rendent même pas compte qu'ils parlent à une IA parfois. C'est rare, mais ça existe. Et du coup, ils ne mettent pas tout le contexte qu'il faudrait dans la query pour qu'on arrive à retrouver les bons documents. Donc tout simplement, le rephrasing, on utilise une technique qui s'appelle le hide. Donc je sais pas si ça consiste globalement à donner l'historique de la conversation, la query de l'utilisateur, à demander à un LLM sans aucun contexte, réponds-moi à cette question, et à plutôt vectoriser ce bout de réponse du LLM pour faire la recherche sémantique plutôt que d'utiliser la query initiale. Et en fait, ça donne des super résultats parce que les LLM sont assez bons à créer des réponses qui ont l'air bonnes, même si parfois elles ne le sont pas, et du coup, ça donne des recherches sémantiques qui ont des bons résultats. Donc avec ça, on améliore globalement la qualité des documents qu'on récupère pour répondre aux questions. Et enfin, le dernier bout qu'on ajoute, qui n'est pas trop compliqué à ajouter, c'est un re-ranker. Un re-ranker, c'est quoi? On donne une question des documents, on lui donne globalement 100 documents, on lui dit c'est quoi les 10 documents les plus pertinents pour répondre à cette question, et il te les classe. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on peut du coup récupérer beaucoup plus de documents dans notre base de données vectorielle et filer un re-ranker qui est fait pour ça en lui demandant quels sont les 10 premiers. Donc on gagne aussi beaucoup en précision sur les réponses. Pour info, re-ranker, aujourd'hui, on utilise encore juste Cohere qui est une API. C'est bête et méchant à utiliser et ça avait quand même pas mal amélioré l'efficacité du RAG. Donc le résultat, c'est que le fait de pouvoir classifier, ça permet d'améliorer la partie guardrails, de pouvoir mettre des guardrails spécifiques sur tout ce qui est injures, etc., etc. Dès qu'on détecte ça, on a un prompt dédié qui permet de répondre à côté, d'envoyer valser un peu la personne, c'est tranquille. De répondre mieux aux questions produits, de répondre mieux aux questions store policies, etc. On améliore le recall, donc c'est-à-dire notre capacité à récupérer les bons documents pour une query, et on réduit les hallucinations, parce que pareil, on a plus de chances d'avoir au moins un document pertinent pour répondre à la requête. Donc c'est pas mal, mais il y a encore pas mal de choses qui ne suffisent pas. Donc déjà, le premier truc, c'est que les utilisateurs, ils aiment bien les filtres un peu classiques. Quand vous êtes sur un site e-commerce aujourd'hui, on aimerait bien que ça évolue, mais ça reste des catégories avec un filtre sur le prix, avec des sous-catégories. Et en fait, on a envie que l'IA elle comprenne un peu tout ça. Et la deuxième chose, c'est que les meilleurs marchands sur Internet, ils travaillent énormément leur catalogue pour justement enrichir leurs produits avec des métadatas, des catégories, des sous-catégories. On travaille beaucoup avec le cosmétique, donc des préoccupations. Est-ce que c'est pour la peau sèche? Est-ce que c'est pour la peau grasse? Est-ce que c'est pour la peau mixte? Etc. etc. Et donc c'est dommage de ne pas leverager tout ça. Et en fait, la recherche sémantique n'est pas hyper bonne pour vraiment leverager toutes les métadatas des catalogues. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va un peu plus loin que du pur semantic retrieval qui consiste à vectoriser une query et récupérer des documents qui ont un sens proche de cela. On se dit que en fait, on a envie de leverager le système de filtre d'un catalogue e-commerce. Et donc pour ça, quand c'est pertinent, donc quand la query contient des infos comme je veux une crème pour moins de 100 $, on vend des crèmes à plus de 100 $ sur certains sites, je ne le savais pas avant non plus, mais je l'ai découvert. Je veux une crème pour moins de 100 $ pour ma peau sèche. Nous, on détecte que c'est une query où il y a des filtres, première étape. On en extrait les filtres, on les transforme dans un langage un peu intermédiaire qui dit en gros type of skin égale sèche et price inférieur à 100. Et en plus de notre query sémantique, on ajoute ces filtres pour récupérer que des produits qui respectent ces filtres-là. Et donc des documents qui sont liés à des produits qui respectent ces filtres-là. Et ça augmente énormément. Nos clients sont plus contents, on peut faire des scénarios un peu plus complexes, on peut sortir un peu juste de la fiche produit et des réponses aux questions produits. Et ça marche assez bien parce que les LLM, même assez petits,
sont relativement bons pour extraire des filtres comme ça. Voilà. Bon, résultat, on est content, on est capable de répondre à des queries un peu plus complexes et d'explorer un peu mieux le catalogue de nos clients. Et bon, là, on arrive à un point où, en gros, Dialog, ça marche pas trop mal. On est assez content, mais bon, on sent qu'il y a encore des pourcents à aller chercher. Disons qu'on a fait les 80% un peu faciles, mais chaque pourcent qu'on veut gagner de précision, de latence, est plus dur à aller chercher que celui d'avant. Et surtout, ça coïncide un peu, je ne sens pas que ce soit totalement un hasard, avec le moment où les modèles ont commencé à être un peu moins waouh que le nouveau modèle, un peu moins waouh que celui d'avant. Et donc du coup, quand Anthropic annonce un nouveau modèle et que 2 semaines après, OpenAI en annonce un autre, on ne sait pas si c'est vraiment facile de faire le choix entre l'un ou l'autre. On ne sait pas si on met l'un, on ne va pas baisser nos résultats chez un autre client. Et donc, on a envie d'aller un peu plus loin sur la partie évaluation. Parce que jusqu'à maintenant, on ne mesurait rien. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis de chiffres. C'est qu'en vrai, je sais pas. Je sais que j'ai amélioré mon modèle, mais en vrai, c'est purement du qualitatif. Et ça marchait très bien au début. Et pareil, on a nos clients qui nous demandent, qui nous disent bon, on aimerait bien ça. Nous, on veut récupérer toutes les conversations pour aller voir à la main quand est-ce que l'IA n'a pas répondu, etc., etc. Donc, on est vraiment sur un sujet de OK, comment maintenant on arrive à un peu objectiver les résultats de dialogue. Et donc pour ça, la réponse, c'est les machine learning engineers, ils savent a priori faire ça depuis bien plus longtemps que la GenAI, donc depuis des années. Il faut évaluer, il faut avoir des métriques et il faut comparer sur des datasets relativement grands, le plus grand possible, la précision des modèles. Nous, le premier truc qu'on a commencé, c'est pas toujours si simple que ça d'avoir un dataset déjà et de choisir ses métriques. Mais nous, on a commencé par ce qui était le plus simple, c'est ce que je vous parlais, le routing, donc l'intent classification qui nous permet de détecter quel est le type de la query. Parce que ça a l'air simple, mais les LLM, ils se trompent quand même tout le temps, hein, ils hallucinent aussi, même sur des tâches simples. Et donc, du coup, on a commencé par là. Pourquoi c'est relativement facile et une bonne première étape? Parce que contrairement à certains cas, la ground truth, donc la vérité, elle est assez facile à déterminer pour quelqu'un qui n'est pas un expert métier. C'est-à-dire que si je pose une question du type est-ce que ce vélo est bien pour aller au travail tous les jours? Bon, c'est facile de catégoriser ça comme une question produit. Si je pose une question sur la livraison, c'est facile, sans expertise métier, de dire que c'est dans la partie store policies. Et si je commence à insulter le LLM, c'est facile de dire que c'est dans la case un peu poubelle. L'impact est gros parce que dès qu'on classifie mal, en gros, ça revient à router sur un prompt qui n'est pas trop de rapport avec la query, donc c'est souvent là où on a des problèmes. Et le dataset est assez facile à créer parce qu'on a la query de l'utilisateur, on labellise un peu à la main et c'est facile. Donc le simple fait de récupérer le dataset, donc là, pour avoir un bon début d'évaluation, on a labellisé 300 queries à la main. On l'a splitté avec méthode classique de ce qu'on appelle la K-fold validation, donc c'est splitté en 3, aller tester et cross-valider les différents modèles qu'on va tester sur les 3 parties du dataset. Ce simple truc-là, ça nous a permis d'avoir des résultats de changer de modèle et de vraiment d'améliorer beaucoup nos résultats. Parce qu'on a pu tester du coup à 3 ou 4 modèles d'IA différents, avec à chaque fois des prompts différents, et au final de choisir un modèle qui nous a augmenté notre accuracy de 12%. Donc on est passé de environ 83 à 95% d'accuracy sur la classification, de réduire la latence, parce que c'est un modèle plus petit, et en plus c'est un modèle moins cher. Donc là, dans l'ensemble, il y a un trade-off, là il n'y en avait même pas, c'était quasiment le plus précis, c'était le plus rapide et c'était le moins cher. Mais bon, évaluer cette partie-là, ça ne suffit pas du tout. Quand on voit le schéma du rack que j'avais fait, il y avait plein de composants. On avait aussi envie de... L'autre quick win qu'on avait, c'était de dire OK, il y a un autre truc qui est facile à faire, c'est a posteriori, après les conversations, de dire si est-ce que notre agent répond bien ou pas aux questions de l'utilisateur. C'est un peu ce que d'expliquer avant les speakers d'avant sur la sécurité. Parfois, il y a un LLM, il peut être bon pour générer du code et se tromper, et avoir le même LLM à côté avec un autre prompt peut donner des très bons résultats pour évaluer le travail du premier. Donc c'est exactement ce qu'on a fait pour mettre en place l'évaluation sur le produit.
on a pris toutes nos requêtes, toutes les questions des utilisateurs qui étaient faites, toutes les réponses de dialogue, et pour chaque réponse que dialogue avait fait, on a redemandé globalement au même modèle, est-ce que la réponse donnée est satisfaisante ou pas. Le critère globalement, c'était surtout détecter quand on disait non, quand dialogue répondait non, je ne sais pas répondre à ta question. Et ça marche avec une précision qui est au-delà de 95%. Ça nous permet de l'afficher aux clients qui ont plus besoin de faire d'analyse à la main comme ça. Et nous, ça nous donne une baseline de OK, quand dialogue est installé, on a à peu près X% de fois où on dit qu'on ne sait pas répondre. Mais le vrai truc qui est dur quand on fait du RAG, c'est d'évaluer la pertinence de notre partie retrieval. Donc c'est en gros comment je fais pour récupérer les bons documents et que les bons documents pour répondre. L'intérêt, il est double. Bon, déjà, c'est de bien répondre et c'est de réduire le maximum le contexte qu'on va aller chercher et la quantité de contexte qu'on va envoyer à la fois au re-ranker, à la fois au LLM pour baisser les prix, baisser la latence et augmenter l'accuracy. Pourquoi c'est un peu dur? Parce que, bon, déjà, c'est pas évident de savoir ce qu'on veut précisément évaluer. Est-ce qu'on évalue juste notre recherche dans notre base de données vectorielle? Est-ce qu'on évalue le système base de données vectorielle plus retrieval? Est-ce qu'on évalue aussi le query rephrasing en amont? Donc c'est-à-dire vraiment l'endroit où on met l'input, l'endroit où on met l'output n'est pas évident à décider. Selon ce qu'on veut évaluer, choisir, labelliser en tant qu'humain, c'est pas non plus évident. Donc savoir en gros est-ce qu'une réponse est bonne ou pas, c'est pas forcément facile quand on n'est pas expert sur la cosmétique par exemple. Et donc pour toutes ces raisons-là, on a mis un peu de temps à s'y mettre. Et au final, on a trouvé une méthode qui nous va pas mal et qui est vraiment chouette, donc je vous recommande si vous faites du RAG, qui est ZBench de Zero Entropy. Donc c'est ZBench, c'est un repo open source. Zero Entropy, c'est une boîte qui est spécialisée dans les systèmes de RAG. Le principe est simple, on va du coup évaluer notre système. Notre input, ça va être la query de l'utilisateur, son historique, et notre output, c'est les documents, les 10 documents, donc post-re-ranking, qu'on récupère. La question, c'est comment on fait pour, entre cet input et cet output, construire le meilleur système. Pour ça, on va prendre un dataset de query qu'on a chez nous. Donc, en gros, nous, on en a pris environ 200 ou 300 pour commencer. Pour chacune de ces queries-là, on va récupérer beaucoup de documents qui sont pertinents, parce qu'on ne va quand même pas récupérer tous les documents de nos clients pour chacune de ces queries, ça ferait beaucoup. On va faire des matchs entre, donc pour la query A, on va prendre 100 documents qui sont dans le dataset de notre client, et on va faire des matchs entre les documents. Le match, c'est est-ce que tu es plus pertinent que moi pour répondre à la query de l'utilisateur? On en organise quelques-uns entre les 100 documents de notre client, et on fait un système avec un système d'Elo. Donc c'est tout l'intérêt de ZBench, c'est ça qu'ils ont introduit. C'est ce système de match entre documents sur la pertinence par rapport à la question, et de classement Elo à la fin. Et ça nous donne du coup un classement entre les 100 documents qu'on avait choisis pour cette query. Et du coup, nous, ça nous aide à construire un dataset de, a priori, c'est quoi les 10 meilleurs documents pour répondre à nos 250 queries qu'on avait choisis au début. Donc en appliquant ZBench, on a réussi à construire un dataset qui, pour 250 queries, nous donne les 10 meilleurs documents à chaque fois pour répondre à cette query. Et ensuite, on n'a plus qu'à changer notre rephrasing de query, changer notre re-ranker potentiellement, changer notre add-load retrieval, et trouver à la fin, mixer les paramètres et trouver lequel est le meilleur. Bon, là, on est en train de le faire, donc je n'ai pas vraiment de résultats, mais on sait déjà qu'a priori, par exemple, pour le re-ranker, on sait déjà qu'en changeant de re-ranker, en changeant d'API, on va pouvoir réduire nos coûts parce qu'on va passer sur un re-ranker qui est 2 fois moins cher et qui va plus vite et qui, du coup, donne des meilleurs résultats. Donc pareil, on a encore un trade-off facile juste parce qu'on a pris le temps d'évaluer. Maintenant, l'autre bottleneck que j'ai aujourd'hui, au-delà d'évaluation, qui n'est pas encore totalement résolu, donc je dirais pas que c'est le dernier, et puis je vais sans doute en découvrir plein d'autres, c'est comment on fait quand on a commencé avec 10 clients, aujourd'hui on a plutôt une centaine, qui sont de plus en plus gros, et qui vont continuer d'être de plus en plus gros, j'espère. Donc on commence à avoir pas mal de knowledge chez nous. Comment on fait pour faire scaler un peu l'infrastructure, et c'est quoi les bonnes pratiques qu'on peut avoir repérées là-dessus? Déjà, le premier truc, c'est que la plupart des vecteurs database sont basés sur l'algorithme KNN. Donc en fait, c'est pas tout le temps explicite, mais quand vous faites une recherche sémantique, c'est quasiment tout le temps un KNN, et c'est plus particulièrement souvent un approximate KNN, qui s'appelle ANN, qui du coup, c'est juste une méthode pour aller plus vite et qui est moins exacte. Et nous, ce qu'on a découvert, alors
c'est assez spécifique à notre base de données, mais en fait, je pense que ça se généralise pas mal. C'est que quand on faisait ces filtres sur les produits et quand on fait des filtres sur les organisations, quand on dit donne-moi les 10 documents dans cette organisation qui sont proches de cette query, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte, quand on a mis tous les documents de nos clients sur le même index, même s'ils étaient séparés, on avait le nom du client dans le document, ce qui nous permettait de faire des queries par client. On s'est rendu compte que quand on utilisait la méthode d'approximate nearest neighbor, d'abord OpenSearch récupérait les voisins les plus proches sémantiquement, et ensuite seulement il appliquait les filtres qu'on lui avait donnés sur les métadatas. Le problème, c'est que ce qui arrive, c'est que quand vous avez beaucoup de clients dans la cosmétique, il y a beaucoup de documents pertinents pour répondre à une question chez le client A qui vont être trouvés chez le client B, le client C, le client D. Et du coup, le risque, c'est que vous récupérez que des documents des autres clients, proches sémantiquement, et qu'après, votre filtre, du coup, il s'applique et que vous n'ayez plus rien qui match, et donc vous vous retrouvez avec zéro query, zéro résultat. L'apprentissage de ça, c'est que, et ce qu'on s'est dit ensuite, mais c'est en fait, mais à quel moment c'est pertinent de faire de l'approximate nearest neighbor? Et en fait, c'est pertinent selon l'infrastructure, etc., mais à quelques millions de documents, vous pouvez encore faire de l'exact KNN, et c'est valable pareil même si vous faites l'algo vous-même en Python ou je sais pas quoi, vous pouvez le faire. C'est pas un algo qui est très compliqué. Ça va se calculer assez vite selon la taille des embeddings. Mais nous, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de cet algo d'approximate nearest neighbor pour la plupart de nos clients qui ont en fait chacun quelques dizaines de milliers de documents. Donc en fait, si on les met tous dans un même index, on est tranquille, on peut faire du nearest neighbor. Et dans ces cas-là, on peut d'abord filtrer et ensuite, au compute, appliquer l'algo de exact KNN et récupérer nos résultats. Et ensuite, pour les très gros clients qu'on ne peut pas se permettre de mettre sur le même index que les autres parce qu'ils viendraient écraser en taille les autres, on peut faire un index dédié. Et s'ils ont des millions de documents, on peut très bien faire de l'ANN chez eux et avoir moins ce problème de je récupère zéro résultat parce que dans mon filtre, de toute façon, j'ai que l'organisation doit être l'organisation A. Et donc, du coup, voilà, le retrieval, aujourd'hui, on fait beaucoup de sémantique un peu sans réfléchir, parce que c'est ce qui est proposé par défaut par les librairies, comme LangChain notamment. Mais en fait, il y a plein de choses derrière ça. Déjà, il faut aussi essayer de s'y intéresser un peu quand on commence à avoir des soucis. Et il y a aussi d'autres solutions d'ailleurs. Peut-être qu'on pourrait juste faire du keyword, et c'est ce qu'on a testé aussi à certains moments. Ensuite, l'autre truc, c'est que nous, on a commencé, je l'ai mis dans la première slide, on a commencé avec le modèle de OpenAI qui était live début 2024, donc c'est TextAda, je ne sais plus comment il s'appelle, 002 là, qui avait je ne sais plus combien de dimensions. Et un jour, OpenAI, ils ont sorti Text Embedding Small et Text Embedding Large, qui font 1536 dimensions. Et Text Embedding Large, j'en fais même plus. Et on s'est dit, go, on fait ça, on met des vecteurs, quand on vectorise, on stocke des vecteurs qui font de taille 1536 et c'est parfait. Quand vous faites ça, si vous allez vite vous rendre compte que en fait, ce qui prend de la place dans votre vecteur DB, c'est les embeddings, tout simplement. Ça se calcule en fonction de la taille des embeddings, vous pouvez calculer la taille que ça prend. Et en plus, si vous faites de l'approximate KNN, ça va être fait en RAM, donc ça va vous demander des énormes clusters, ça va prendre de la place. Donc, ce qui va limiter votre performance à terme, c'est la taille des embeddings. Et si vous parlez avec des ingénieurs en machine learning, ils vont vous dire que 1536 pour faire de la recherche sémantique, c'est énorme en fait. Pourquoi c'est énorme? Parce que c'est des trucs très très génériques qui sont entraînés sur du langage très large. Donc aujourd'hui, nous, notre plus grand gain, à la fois pour avoir une infra plus petite et plus efficiente, pour payer moins cher, et aussi pour avoir un retrieval qui est plus rapide et donc réduire la latence pour répondre à nos utilisateurs, ça a été de tirer profit du fait que les embeddings de OpenAI, vous pouvez lui demander, en fait, c'est dans l'API, c'est dans le contrat, de juste prendre que 500 dimensions sur les 1536 qu'ils proposent par défaut. Ça, pourquoi ça marche? C'est parce que OpenAI utilise une technique qui fait que les dimensions de leur vecteur, les premières dimensions sont plus importantes que les dernières. En fait, vous pouvez tronquer, renormaliser, mais c'est un point de détail, et choper des vecteurs plus petits qui prennent moins de place, et vous avez quand même capturé l'essentiel de la différence de sens entre vos documents. En gros, le schéma que j'ai mis là, c'est la variance sur les dimensions. Donc, l'axe des abscisses, c'est les dimensions de 0 à 1536, et l'axe des ordonnées, c'est la variance. Et ce qu'on voit, c'est qu'en bas, c'est le modèle ADA. Donc, on voit que la variance, elle est à peu près identique sur toutes les dimensions.
Et en haut, c'est le modèle Text Embedding Small. Et donc, on voit que sur les premières, on compare des documents qu'on a chez nous. On voit que sur les premières dimensions, on a quasiment toute la variance qui est capturée. Ce qui veut dire que quand vous allez faire de la recherche sémantique, vous allez réussir à faire la différence de sens entre quels sont les documents proches, lesquels ne sont pas proches. Et donc, nous, ce qu'on voit un peu en pratique avec ce graphe, c'est qu'en fait, on peut largement diviser par 2 la taille de nos embeddings, voire même un peu plus. Et ça, c'est un gain tout de suite. On a besoin de 2 fois moins de RAM, on calcule 2 fois plus vite nos embeddings, etc. etc. En l'occurrence, même, nous, on a même divisé par 4 la taille des embeddings parce qu'après, encore une fois, après, il y a le re-ranker en plus qui rentre en jeu. Donc, on a pu réduire la latence de 75% sur un client et le stockage nécessaire pour stocker toute sa base de documents de 75% aussi. Voilà, je parlais de beaucoup de trucs différents. Si je devais, mon but, c'est un peu de vous donner les 5 choses que je ne referais pas pareil si je commençais de zéro avec tout ce que je vous ai dit là. Bon, le premier truc, c'est que ça dépend un peu du produit que vous faites. Mais si vous faites un produit dont le cœur du business, c'est de faire de l'IA, c'est-à-dire d'utiliser des LLM, utiliser Python. Nous, on a fait l'erreur. J'ai commencé, moi, je viens plutôt de l'écosystème Node. Donc, j'ai utilisé du JS. J'ai fait mes appels au LLM, ça marchait très bien. LangChain a une super lib. Mais dès qu'on commence à vouloir faire de l'évaluation, à vouloir tester des choses un peu nouvelles, on se rend compte que déjà les compétences, elles sont chez des machine learning engineers qui sont habitués à travailler en Python. Les librairies d'évaluation sont quasiment toutes Python first. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir aussi votre code qui tourne en prod qu'en Python, de pouvoir rejouer exactement le même code qui est en prod dans des notebooks Python pour vos data scientists, ML engineers, etc. Et de profiter de l'écosystème Python qui est quand même très riche en IA. Donc ça peut sembler évident pour certaines personnes, mais je sais que ce n'est pas forcément le cas. Et moi, ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Donc si je recommençais, pour en tout cas les features vraiment core, je partirais sur du Python. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'évaluer dès le premier jour, parce que déjà, ça demande des compétences de machine learning que moi, je n'avais pas spécialement, de savoir choisir des métriques, etc. En revanche, j'essaierai de faire plus attention à construire, à avoir l'observabilité nécessaire à évaluer. Globalement, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un appel à un LLM, que je fais une recherche dans ma base vectorielle, à chaque fois, je log mon input, je log mon output dans un outil dédié où c'est facilement exportable par la suite pour être exploité par un data engineer, ML engineer, etc., qui va pouvoir aller récupérer mon dataset. Ça peut être 6 mois plus tard. C'est pas grave si vous en faites rien au début, mais vous serez content d'avoir énormément de données dès le début, que ce soit prêt au début. Je commencerai avec des plus petits embeddings. Si vous utilisez des modèles propriétaires comme Gemma ou OpenAI et que vous pouvez choisir la taille, les réduire, etc., commencez par petit pour pouvoir tenir dans des infras petites, payer pas cher, et ensuite on voit si ça suffit pas selon le contexte, s'il y a besoin si le retrieval est pas bon, on peut augmenter la taille, c'est assez facile, mais c'est plus facile en fait, dans 80% des cas, commencer avec des 2 ou 3 fois plus petits que ce qu'on a par défaut, ça marche très bien. Je me poserai aussi la question de tout simplement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'embedding ? En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire de la recherche sémantique chez moi, d'avoir une vector DB, là où en fait il y a des bases de données hyper puissantes, que ce soit du Postgre, que ce soit de OpenSearch et Elasticsearch, pour faire des filtres hyper complexes ou même qui sont très bons sur des algos classiques de recherche de texte. Et d'ailleurs, un des meilleurs exemples récemment, c'est Claude Code, qui ne fait pas d'embedding, il fait tout en BM25, qui est l'algo classique de recherche textuelle qui est utilisé depuis longtemps par Elasticsearch. En fait, je commencerai simple, quoi. Sans embedding, sans besoin de chunker des documents de manière compliquée, etc. etc. Et bon, ça, c'est une note personnelle. S'il y en a d'autres qui utilisent OpenSearch et Elasticsearch ou qui hésitent, qui ne savent pas quelle base de données prendre, c'est un outil qui est dur à héberger soi-même, à gérer soi-même, etc. Mais à la fin, c'est assez puissant parce que aujourd'hui, ils font un énorme effort sur les features IA du côté VectorDB, etc. Et à la fois, c'est aussi un moteur qui est utilisé depuis des années pour faire de la recherche. Et en fait, quand vous faites du RAG, c'est ce dont vous avez besoin. Là où d'autres peuvent être un poil plus limités quand vous avez besoin de à la fois faire de la vector search et aussi de faire des recherches arbitrairement compliquées à côté qui ne sont pas vectorielles. Voilà pour moi. Je n'ai pas de slide de conclusion, c'est ça ma conclusion.
Merci beaucoup, Louis. Et on va passer aux questions. Est-ce qu'il y en a? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour ces informations et pour cette présentation. J'ai deux petites questions. Juste par rapport à votre méthodologie, vous avez mentionné par exemple les filtres, filter extraction, query reformulation, genre la partie où il faut extraire les filtres et il faut reformuler la query. Est-ce que c'est des calls LLM où vous faites tout en one shot dans le même call? Ça, c'est la première question. La deuxième, s'il vous plaît, c'est par rapport à la taille des chunks, des passages pour le chunking et la distribution de la taille des chunks. C'est-à-dire, j'imagine, dans votre contexte, vous pourriez avoir des chunks à 256 tokens et d'autres à 100 tokens. Est-ce que ceci se pose un problème dans votre workflow? Merci beaucoup. Ouais, alors tout ce qui est query rephrasing et filter extraction, aujourd'hui c'est des LLM, donc plutôt des petits LLM, parce que nous on a une problématique de latence, on a besoin de répondre vite, donc en fait si on enchaîne 25 calls de LLM pour répondre à la fin c'est galère, donc on a besoin de tester des petits LLM. Donc aujourd'hui c'est des petits modèles propriétaires globalement, donc c'est beaucoup AIQ3, Gemini Flash, Flashlight même, GPT Mini, enfin c'est tous ces modèles là qu'on va tester pour toutes les choses qui ne servent pas à la réponse finale. Et donc c'est plein de petits calls de LLM qui sont faits avant qu'on génère la réponse finale. Et pour la partie chunking, c'est un des sujets sur lesquels on a le moins itéré. Bah déjà parce que justement c'est le sujet où je pense c'était moi intuitivement c'est là où j'ai le moins de conviction il faut des gros chunks, il faut des petits chunks. Ou quand un client me disait ça marche pas, je me suis rarement dit mon levier c'est de changer la taille du chunking. Et tant qu'on n'avait pas d'évaluation un peu objective, c'était dur de dire. Puis on pourrait essayer d'avoir un truc effectivement un peu dynamique qui dépendrait du chunk. D'ailleurs, il y a des splitters qui permettent de faire ça. Mais aujourd'hui, c'est un truc sur lequel on a très peu itéré pour l'instant et qui sera peut-être un des sujets à venir pour améliorer la précision. Mais on n'a pas beaucoup. Aujourd'hui, je crois que c'est 512 tokens la taille de notre chunk en l'occurrence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne suis pas bien placé. Hop. Premier qui chope le micro, hop, j'ai perdu. Tout d'abord, merci pour la présentation. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut tester votre application? Alors, on est présent sur quelques sites e-commerce en France. Si ça vous intéresse la cosmétique, on est sur Oh My Cream, qui est une marque de beauté clean qui revend plein de marques hyper cool. On est sur DLC.fr qui vend des valises. On est sur, à quoi je peux penser d'autre, Label Boucle qui vend des solutions pour les cheveux, les gens qui ont des cheveux bouclés. On est sur Les Secrets de Loli qui vend à peu près aux mêmes personnes. En ce moment, on est sur Sparkbox aussi, en A/B test, donc vous pouvez regarder. Si on n'est plus dans une semaine, c'est qu'on n'a pas apporté cette valeur. Voilà. Vous pouvez aller voir sur notre site, il y a aussi d'autres références clients. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. J'espère que ma question n'est pas évidente pour tout le monde, mais j'ai pas compris, en fait, si on ne fait pas de recherche sémantique, donc de recherche vectorielle, si je comprends bien, c'est quoi? C'est de la recherche par mots-clés? Qu'est-ce que Ouais, vous voulez? recherche par mots-clés, même ce qu'on fait avec le filter, la partie construction des filtres, c'est de la recherche. Alors, il y a un parti LLM où quelque part il y a un peu de sémantique, mais avant d'interroger, quand j'interroge ma base de données, ma recherche elle n'est pas vectorielle, quoi. J'envoie juste des filtres que j'ai extraits de la requête et je récupère tous les documents qui matchent ce filtre-là, quoi. Donc là, je n'ai pas envoyé un vecteur sur lequel j'ai fait une recherche KNN dans mon index. Okay, parce sinon, que les contextes sont tellement gros qu'on peut tout envoyer, en fait. Oui, c'est ça. Alors, oui et non, parce que nous, on a des problématiques de coût, donc on n'a pas envie de remplir, de stuffer trop le contexte. Mais par exemple, sur une requête qui est est-ce que je peux avoir un produit à moins de 100 € dans telle collection, c'est mieux de chercher à comprendre les filtres et de faire exactement la requête sur ces filtres-là et de choper ces produits-là de manière un peu sûre et certaine et d'être sûr qu'on valide bien les filtres,
que de faire une recherche sémantique où en fait l'IA, elle peut, quand on lui demande des produits à moins de 100 euros, elle est capable de dire que 100 euros c'est proche sémantiquement et du coup on respecte pas la query, quoi. Et le keyword, ça marche aussi très bien dans certains cas, ça dépend un peu de comment les gens font leurs requêtes. Bonsoir. J'avais 2 questions. La première, c'est pour le intent classification. Est-ce que vous utilisez aussi un petit modèle et comment vous avez fait pour l'améliorer? C'est beaucoup de few shot examples ou comment et jusqu'à quel moment en fait vous vous arrêtez? Et la deuxième question, c'est quel outil d'observabilité vous utilisez justement pour enregistrer toutes ces traces pendant 6 mois ou 1 an? Alors, ouais, aujourd'hui c'est un petit modèle. En l'occurrence, c'est sur celui-là qu'on est passé à Gemini Flash, enfin 2.5 Flashlight, si je dis pas de bêtises. On a comparé plusieurs prompts où il y avait effectivement du few shots. Et après, la classification, c'est le genre de sujet où on pourra un jour, je pense, faire autre chose que des LLM et faire juste de la classification classique quand on aura des datasets un peu plus gros. Donc voilà. Et bon, en fait, c'est un des trucs qu'on a envie d'aller le plus vite et même prendre 1 seconde à classifier avec un LLM, c'est un peu dommage. Donc, je pense que c'est des trucs qu'on pourrait aller largement en dessous. Et ensuite, sur l'outil d'observabilité, on utilise 2 outils en ce moment. D'abord, Langfuse, c'est un peu l'outil que j'avais historiquement, qui est très bien, qui a une super UI. C'est top pour passer des traces au playground, pour par exemple itérer sur des prompts avec les documents qui ont vraiment été récupérés en prod. Mais en revanche, l'API est vraiment moyenne. Donc quand on veut récupérer beaucoup de traces d'un coup, ça marche pas très bien. Enfin, il y a des limites, il y a des rate limits assez importants, etc. Et donc du coup, on teste un outil qui s'appelle Phoenix, d'une boîte qui s'appelle Arise AI, qui est une boîte qui a quelques années et qui faisait déjà l'observabilité pour le machine learning avant la GenAI et qui a sorti leur outil GenAI. Et l'outil est beaucoup moins sympa, mais leur API est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est un peu un trade-off entre les deux. Merci. Merci pour la présentation. Quand vous avez fait votre évaluation, est-ce que vous aviez des prompts constants et est-ce que parfois il y a des modèles qui dépendent, enfin les prompts dépendent des modèles? Alors oui, donc pour la classification, c'était vu que il n'y avait pas de LLM as a judge, on a testé à la fois des prompts et des modèles. Et ça, on n'a pas testé. On a itéré sur un format de prompt qui nous semblait bien marcher, qui était mieux pour tous les modèles. Et ensuite, on a fait quelques variantes pour voir si lequel était le mieux. Et on a essayé de réduire le nombre de prompts à 3 ou 4 pour 3 ou 4 modèles aussi. Ce qui nous fait. Et là, après, on évalue toutes nos datasets labellisés sur ces du coup 16 possibilités. Et pour la partie évaluation du retrieval, là, c'est du LLM as a judge qui va dire est-ce qu'un document est meilleur qu'un autre. Et du coup, ça va dépendre de ton prompt, évidemment. Là-dessus, comme on est encore en phase d'expérimentation là-dessus, on n'essaie pas de trop perdre de temps sur l'évaluation. On essaie déjà d'avoir un premier résultat, voir si les rankings que ça nous sort sont cohérents. Et après, on verra s'il y a besoin d'itérer sur le prompt. Mais pour l'instant, c'est pas là où on se focus, quoi. Et une dernière question, peut-être? Plus que 3 secondes. 3, 2, 1, c'est terminé. Merci beaucoup, Louis.